L'enveloppe s'est posée sur la table avec un son sec qui a tranché l'air parfumé de la salle à manger. J'ai senti tous les regards converger vers moi, mais j'ai gardé le visage neutre, les mains tranquilles sur mes genoux. Ce papier fin contenait des chiffres qui auraient pu acheter tout ce qu'ils étalaient dans cette maison. Le lustre vénitien, la porcelaine anglaise, jusqu'à l'arrogance qu'ils portaient comme une seconde peau. Mais ils ne le savaient pas. Pas encore. Je m'appelle Séverine Delaunay. J'ai 62 ans et je venais de devenir invisible par choix pendant 3 longues années. Cette nuit froide de décembre, dans un manoir aux environs de Bordeaux, j'étais sur le point de découvrir le prix exact de ma décision de vivre comme si je n'avais rien. Tout a commencé quand mon fils Mathieu a épousé Chloé. Elle était belle, éduquée, issue d'une famille qui mesurait la valeur des gens au poids des bijoux qu'ils portaient. Dès notre première rencontre, j'ai perçu la façon dont ses yeux glissaient sur moi, trop rapide pour être respectueux, assez long pour enregistrer chaque détail qu'elle considérait inférieur. Ma robe simple de grand magasin, mon sac sans griffes, mes cheveux gris attachés sans artifice. Pour elle, j'étais simplement la belle-mère pauvre et inintéressante que son mari portait comme un fardeau silencieux. Je ne l'ai jamais corrigée. Je n'ai jamais raconté que les 55 000 € que je reçois mensuellement pourraient faire vivre 3 familles comme la sienne sans aucun effort. Non par orgueil blessé ou désir de vengeance future, mais parce que je voulais quelque chose de plus précieux que l'argent. Je voulais savoir qui me verrait quand j'étais dépouillée de tout, sauf de mon essence. Je voulais tester si la bonté, le respect et la dignité avaient encore leur place dans un monde où les noms de famille et les soldes bancaires déterminaient qui méritait d'être vu. Pendant 3 ans, j'ai joué le rôle parfaitement. J'ai accepté les cadeaux bon marché à Noël sans sourciller. J'ai écouté les commentaires voilés sur les gens simples et la vie modeste sans réagir. J'ai souri quand Chloé expliquait à ses amis, sur un ton condescendant, que tout le monde n'a pas eu les mêmes opportunités. J'ai observé mon fils se recroqueviller progressivement sous le poids des jugements subtils que sa femme lançait sur moi, sur notre famille, sur tout ce qu'elle considérait inférieur à l'univers doré d'où elle venait. Et puis est arrivée l'invitation à dîner chez ses parents. Monsieur et Madame Beaumont vivaient dans une propriété imposante entourée de vignobles privés. Quand je suis arrivé ce samedi soir, conduisant ma modeste Peugeot grise, j'ai vu la façon dont le gardien a hésité avant d'ouvrir le portail, comme s'il vérifiait mentalement que je ne m'étais pas trompé d'adresse. La maison se dressait au fond de l'allée de gravier, tout en pierre claire, fenêtres hautes illuminées de l'intérieur, escalier de marbre à l'entrée principale. Chloé m'a accueilli avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Elle était éblouissante dans une robe de soie vert émeraude, cheveux blonds coiffés en ondulations parfaites. Mathieu se tenait à ses côtés, visiblement tendu, cravate ajustée avec inconfort. Il m'a embrassé trop rapidement, murmurant un « merci d'être venu, maman », qui sonnait plus comme des excuses anticipées. La salle à manger était quelque chose sorti d'un magazine de décoration. Table en acajou capable d'accueillir 16 personnes, chaises tapissées de velours bordeaux, lustres en cristal suspendus au plafond, travaillés en stuc. Chaque détail criait richesse ancienne, tradition, supériorité. Monsieur Beaumont s'est levé quand je suis entré. Homme grand, cheveux gris impeccablement peignés, costume sur mesure, montre qui coûtait plus qu'une voiture populaire. Madame Beaumont est restée assise, tendant une main froide et couverte de bagues pour un salut trop bref pour être cordial. Je me suis assise sur la chaise qu'ils m'ont indiquée, à l'extrémité de la table, trop loin des hôtes pour être considérés comme faisant partie de la conversation principale. D'autres invités occupèrent les positions centrales. Amis de la famille, tous élégamment vêtus, tous parlant à voix basse de vins rares, voyages en Toscane, rénovation de maisons de vacances. J'étais clairement l'étrangère, l'intruse dans leur monde. Le dîner a commencé avec des huîtres fraîches servies sur de la glace pilée, du champagne Dom Pérignon dans les coupes. Les conversations coulaient en français poli, ponctuées de rires discrets et de références à des gens et des lieux que j'étais censé ignorer. Madame Beaumont commandait la table comme une reine dans son salon, dirigeant les sujets, distribuant l'attention, ignorant ma présence avec maestria. C'est pendant le 2e plat,
magret de canard avec sauce aux framboises, que les commentaires ont commencé, subtils au début. Madame Beaumont a mentionné négligemment que certaines personnes n'ont simplement pas été élevées pour apprécier certaines choses, pendant qu'elle expliquait l'origine du vin qu'il servait. Un des invités a ri, ajoutant que l'éducation de berceau fait toute la différence dans le palais. Chloé a acquiescé d'un hochement gracieux, me lançant un regard rapide pour vérifier si j'avais capté le message. Je l'avais capté. Mais je suis restée silencieuse, coupant mon canard en petits morceaux, mâchant lentement, gardant l'expression sereine. Mathieu était rigide sur sa chaise, mâchoire contractée, fixant son assiette. Je connaissais trop bien mon fils pour ne pas percevoir la honte qui brûlait sous sa peau. Honte de moi, honte de la situation. Honte de ne pas savoir comment défendre sa propre mère sans causer un scandale. Monsieur Beaumont s'est alors tourné vers moi pour la première fois de la soirée. « Madame Delaunay », a-t-il dit, voix veloutée mais au bord tranchant, « Chloé nous a raconté que vous vivez dans un appartement loué. Cela doit être difficile, j'imagine, dans cette économie. Se maintenir seulement avec, avec ce qu'on a. » Il y a eu un silence bref. Tous les yeux de la table se sont tournés vers moi. J'ai senti l'attente, le jugement collectif, la certitude partagée que j'allais me recroqueviller sous le poids de cette observation cruelle, déguisée en préoccupation. J'ai bu une gorgée d'eau. « Oui », ai-je répondu calmement. « Je vis dans un appartement loué depuis de nombreuses années. Il est confortable et répond parfaitement à mes besoins. » Madame Beaumont a lâché un soupir théâtral. Comme c'est admirable. Le contentement avec si peu est une vertu rare de nos jours. Elle a échangé des regards avec une de ses amies, qui a souri en complicité. Nous avons toujours essayé d'enseigner à Chloé l'importance de la gratitude, peu importe dans quelles circonstances une personne est née. C'était allé trop loin. J'ai vu Mathieu ouvrir la bouche, mais Chloé a touché légèrement son bras, un geste presque imperceptible qui l'a fait taire instantanément. Elle avait dressé mon fils comme on dresse un animal, récompense subtile, punition discrète, contrôle absolu déguisé en affection. Pourtant, je suis resté calme. La gratitude est effectivement importante, ai-je acquiescé. Tout comme la bonté, et la capacité de voir la valeur chez les gens au-delà de leurs possessions matérielles. Le commentaire a flotté dans l'air pendant une seconde avant d'être englouti par la conversation suivante. Monsieur Beaumont a changé de sujet rapidement, se lançant dans une histoire sur une récente acquisition d'art. Mais quelque chose avait changé. Madame Beaumont m'observait maintenant avec plus d'attention, comme si elle essayait de déchiffrer si je venais de lui répondre ou si c'était juste une coïncidence malheureuse de mots. Le dessert est arrivé. Millefeuille délicat accompagné de glace à la vanille de Madagascar. Café expresso servi dans des tasses de porcelaine chinoise si fines que la lumière les traversait. Et puis, pendant que tous savouraient le dernier verre de vin de dessert, Monsieur Beaumont s'est levé. Il a tapé légèrement sur sa coupe avec une cuillère, attirant l'attention. « Mes chers », a-t-il commencé, voix imposante remplissant la salle. « Ce soir n'est pas seulement un dîner, c'est aussi une opportunité de célébrer la famille, l'union, et aussi... » Il a fait une pause dramatique, souriant à Chloé, de reconnaître certaines réalités qui doivent être abordées. Mon estomac s'est serré. Mathieu a visiblement pâli. Monsieur Beaumont a continué, retirant une enveloppe épaisse de la poche intérieure de sa veste. Nous savons que les jeunes couples font face à des difficultés financières, surtout quand... quand un des côtés ne peut pas contribuer autant que nous le souhaiterions. Il a posé l'enveloppe sur la table, la poussant doucement vers Mathieu et Chloé. Dans cette enveloppe se trouve un chèque, un cadeau, pour vous aider à enfin acquérir une maison digne du nom Beaumont. Chloé a applaudi délicatement, sourire radieux. D'autres invités ont murmuré leur approbation. Mathieu regardait l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Mais Monsieur Beaumont n'avait pas encore terminé. Il s'est tourné vers moi, expression s'adoucissant en quelque chose qui devait paraître généreux, mais sonnait profondément condescendant. « Et bien sûr, Madame Delaunay, nous ne voulons pas que vous vous sentiez oubliée. Je sais que cela a été difficile pour vous, surtout maintenant dans votre 3e âge, sans beaucoup de ressources. Alors... » Il a pris une autre enveloppe, plus petite,
plus fine, et me l'a tendue. Un petit cadeau, pour aider avec les dépenses. Tout le monde mérite un peu de confort, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était absolu. Tous à table m'observaient, attendant, certains avec pitié, d'autres avec mépris, mal dissimulé. Chloé avec un triomphe voilé dans les yeux, comme si ce moment confirmait tout ce qu'elle avait toujours pensé de moi. J'ai regardé l'enveloppe tendue, puis Monsieur Beaumont, puis chaque visage autour de la table. J'ai vu Mathieu s'enfoncer dans sa chaise, écrasé par l'humiliation. J'ai vu Chloé lever légèrement le menton, savourant la victoire silencieuse. J'ai vu Madame Beaumont observer tout cela avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de remettre définitivement quelqu'un à sa place. Et alors, pour la première fois de cette interminable soirée, j'ai souri. C'était un sourire petit, tranquille, qui ne révélait rien. J'ai pris mon sac, un sac simple en cuir marron, sans marque, acheté il y a des années dans un magasin quelconque. Je l'ai ouvert lentement, très lentement, sentant tous les regards collés à chacun de mes mouvements. J'ai retiré ma propre enveloppe, blanche, impeccable, avec le logo doré de ma banque privée discrètement imprimé dans le coin supérieur. Je l'ai posée sur la table, à côté de l'enveloppe que M. Beaumont tenait toujours en l'air. « Merci pour la générosité », ai-je dit calmement, voix ferme et claire. « Mais ce ne sera pas nécessaire. » J'ai poussé mon enveloppe vers eux. Ceci est mon dernier relevé bancaire. J'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant que vous le voyiez avant de continuer cette conversation. La confusion a été immédiate. Monsieur Beaumont a froncé les sourcils, prenant l'enveloppe avec hésitation. Madame Beaumont s'est penchée en avant, curiosité l'emportant sur la contenance. Chloé a regardé Mathieu, qui était pâle, immobile, clairement sans comprendre ce qui se passait. Monsieur Beaumont a ouvert l'enveloppe. Il a retiré le papier. Ses yeux ont parcouru les chiffres une fois, puis deux. La couleur a disparu de son visage progressivement, remplacée par quelque chose entre le choc et l'incrédulité. Madame Beaumont a arraché le papier de ses mains. Elle a lu. Sa bouche s'est ouverte légèrement, verre de vin oublié dans l'air. « Ce ne peut pas être correct », a-t-elle murmuré, voix défaillante pour la première fois de la soirée. « C'est complètement correct », ai-je répondu sereinement. 55 000 € mensuels. Revenus d'investissement que j'ai fait au cours de 4 décennies. Des investissements sages, discrets, qui me permettent de vivre exactement comme je choisis de vivre, sans ostentation, sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le silence maintenant était assourdissant. Chloé avait tellement pâli qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. Mathieu me regardait avec un mélange de choc, confusion et quelque chose qui pouvait être le début de la compréhension. Je me suis levée lentement, ajustant ma robe simple, prenant mon sac sans marque. J'ai passé les 3 dernières années à observer, voulant comprendre qui me verrait quand je ne brillerais pas, qui me traiterait avec respect quand il croirait que je n'avais rien à offrir, sauf moi-même. J'ai regardé directement Madame Beaumont. Maintenant, je sais. Je me suis tournée vers Mathieu. Tu mérites plus que ça, mon fils. Tu mérites une famille qui te valorise pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Et tu mérites une épouse qui respecte la femme qui t'a donné la vie, indépendamment de ce qu'elle porte ou d'où elle vit. J'ai marché vers la porte. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Arrivant au seuil, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Gardez le chèque. Vous en aurez besoin plus que vous ne l'imaginez. Parce que les vérités qui sont sur le point d'émerger de cette soirée vont coûter beaucoup plus cher que ce que l'argent peut acheter. Et je suis sortie, laissant derrière moi une salle pleine de masques tombés et de silence qui criait plus fort que n'importe quel mot. Vous qui m'accompagnez jusqu'ici, je sais que vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé après que j'ai quitté cette salle. Je sais aussi que vous ressentez peut-être quelque chose que j'ai ressenti ce soir-là. La douleur d'être jugé, la colère d'être diminuée, ou simplement l'envie que quelqu'un voie enfin qui vous êtes vraiment. Si cette histoire touche votre cœur, si vous voulez savoir comment tout s'est déroulé, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir où sont les personnes qui, comme moi, comprennent la valeur de vivre avec dignité. Votre présence ici compte plus que vous ne l'imaginez.
La nuit qui suivit mon départ de cette maison fut la plus étrange de ma vie. Je conduisis ma Peugeot à travers les rues désertes de Bordeaux, les mains tremblantes sur le volant, le cœur battant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, de plus ancien, la sensation vertigineuse de quelqu'un qui vient de franchir un point de non-retour. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres. Les lampadaires projetaient des ombres mouvantes sur les façades des immeubles haussmanniens. Je me garai finalement devant mon appartement, un bâtiment modeste de 5 étages dans le quartier de Chartron, près des quais. C'était mon refuge depuis 38 ans. Un endroit simple, propre, sans prétention. Les murs avaient entendu mes joies et mes peines, mes victoires silencieuses et mes défaites que personne ne connaîtrait jamais. J'entrai dans le hall étroit, montai les escaliers jusqu'au 3e étage, ouvris la porte de l'appartement que tant de gens avaient jugé insuffisant. 2 chambres, un salon avec des meubles anciens mais confortables, une cuisine où j'avais préparé des milliers de repas. Des photos de Mathieu couvraient les murs. Son premier jour d'école, sa remise de diplôme, son mariage avec Chloé, où je souriais sur l'image sans savoir encore ce qui m'attendait. Je posai mon sac sur la table, retirai mes chaussures, m'assis sur le canapé usé près de la fenêtre. Les bruits de la rue montaient jusqu'à moi. Une voiture qui passait, des voix lointaines, le tramway qui grinçait sur ses rails. Pendant un long moment, je restais immobile, fixant le vide, essayant de démêler l'écheveau d'émotions qui s'entremêlaient dans ma poitrine. Puis mon téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Maman, il faut qu'on parle, s'il te plaît. » Je regardais l'écran sans répondre immédiatement. Une partie de moi voulait le rassurer, lui dire que tout allait bien, que je comprenais. Mais une autre partie, celle qui avait enduré 3 années d'humiliation silencieuse, celle qui avait observé mon fils s'éloigner progressivement sous l'influence toxique de sa belle famille, cette partie-là refusait de faciliter les choses. Je tapais simplement « Demain, nous parlerons demain ». Cette nuit-là, je dormis peu. Les événements tournaient en boucle dans ma tête. Le visage de Madame Beaumont quand elle avait lu mon relevé bancaire. L'expression de Chloé, mélange de choc et de rage contenue. Et surtout, les yeux de Mathieu, cette incompréhension douloureuse, cette question muette. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Comment lui expliquer? Comment faire comprendre à mon fils unique que je l'avais aimé assez pour le laisser vivre sans le poids de mon argent? Que je voulais qu'il construise sa vie par lui-même, qu'il épouse quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'il était et non pour ce que sa mère possédait? Que chaque euro gardé secret était une protection, une muraille contre les parasites qui se cachent derrière des sourires et des fausses gentillesses. Le lendemain matin arriva trop vite. Le ciel de novembre était gris, chargé de nuages lourds qui promettaient la pluie. Je préparais du café, m'habillais simplement. Un pantalon noir, un pull en laine beige, mes cheveux gris tirés en arrière. Rien n'avait changé dans mon apparence. Mais quelque chose en moi s'était transformé irrémédiablement. Mathieu arriva vers 10 heures. Je l'entendis monter les escaliers lentement, comme s'il portait un poids invisible. Quand j'ouvris la porte, je vis immédiatement qu'il n'avait pas dormi. Des cernes violacées soulignaient ses yeux, sa chemise était froissée, ses cheveux en désordre. Il avait l'air d'un homme qui venait de voir s'effondrer toutes ses certitudes. « Maman », dit-il simplement, voix rauque. Je m'effaçai pour le laisser entrer. Il traversa le salon qu'il connaissait par cœur, mais cette fois, son regard semblait vraiment voir les choses, les livres alignés sur les étagères, le tapis persan que j'avais acheté lors d'un voyage en Iran dans ma jeunesse, le tableau accroché au-dessus de la cheminée, une œuvre originale d'un peintre bordelais que j'avais soutenu quand personne ne croyait en lui. « Tout ce temps, murmura-t-il en se tournant vers moi, tout ce temps, tu avais. Et tu ne m'as jamais rien dit. Assieds-toi, dis-je doucement, lui indiquant le canapé. Je vais te raconter une histoire que tu ne connais pas. Il s'assit, main crispée sur ses genoux. Je pris place dans le fauteuil en face de lui, celui où j'avais l'habitude de lire le soir, et commençai à parler. Des mots que j'avais gardés enfermés pendant des décennies se déversèrent enfin. Quand ton père est mort, tu avais 12 ans. Tu te souviens de cette époque? Mathieu hocha la tête, gorge serrée. Son père,
Michel, était décédé brutalement d'une crise cardiaque. Un homme bon, travailleur, qui avait passé sa vie comme comptable dans une entreprise moyenne. Nous vivions confortablement mais sans excès. Ce que tu ne sais pas, continuai-je, c'est que ton père avait une assurance vie dont personne n'était au courant, un montant considérable. Et en plus, j'avais hérité quelques années auparavant d'une tante éloignée, une femme sans enfant qui avait fait fortune dans l'immobilier à Paris. Ces deux événements m'ont laissé avec une somme qui changeait tout. Je me levais, marchais jusqu'à la fenêtre, regardais la rue en contrebas où des gens ordinaires menaient leurs vies ordinaires. J'aurais pu tout te dire immédiatement, acheter une grande maison, t'inscrire dans les meilleures écoles privées, te couvrir de tout ce que l'argent peut acheter. Mais j'ai vu ce que la richesse fait aux gens, Mathieu. J'ai vu comment elle attire les mauvaises personnes, comment elle déforme les relations, comment elle transforme l'amour en transaction. Je me retournai vers lui. Alors j'ai pris une décision. J'ai investi cet argent intelligemment, discrètement. J'ai créé un portefeuille diversifié qui génère des revenus mensuels stables. Et j'ai vécu comme si rien n'avait changé. Pour que tu grandisses normalement. Pour que tu apprennes la valeur du travail, de l'effort, de la dignité. Pour que tu construises ta vie sur tes propres mérites. Mais pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi même après que je sois devenu adulte? Pourquoi ne rien dire quand j'ai épousé Chloé? Parce que je voulais savoir qui elle était vraiment, répondis-je doucement mais fermement. Je voulais voir si elle t'aimait pour toi-même ou pour ce qu'elle pensait que tu pourrais lui apporter. Et maintenant je sais. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de vérités non dites. Mathieu enfouit son visage dans ses mains, épaules secouées par des sanglots qu'il essayait de contenir. Quand il releva enfin la tête, ses yeux étaient rouges, brillants de larmes. « Elle a appelé ce matin », dit-il d'une voix brisée. « Ses parents aussi. Ils sont furieux. Ils disent que tu les as humiliés délibérément, que c'était un piège, que tu as tout manipulé. »« Et toi ?» demandai-je. « Qu'est-ce que tu penses ?» Il me regarda longuement, vraiment me regarda, peut-être pour la première fois depuis des années. « Je pense que pendant 3 ans, j'ai laissé ma femme et sa famille te traiter comme si tu ne valais rien. Je pense que j'ai eu honte de toi, de ton appartement, de tes vêtements simples, de ta vie modeste, et maintenant je découvre que tout ce temps, c'était moi qui ne valais rien. Non, dis-je fermement, m'agenouillant devant lui, prenant ses mains dans les miennes. Tu vaux tout pour moi. Tu as toujours valu tout. C'est justement pour ça que je voulais que tu vois la vérité, que tu comprennes qui sont vraiment les gens qui t'entourent. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Murmura-t-il, perdu. Tu choisis, répondis-je simplement. Tu choisis quel homme tu veux être. Celui qui mesure les gens à leur compte en banque ou celui qui les mesure à leur caractère. Celui qui se plie aux attentes des autres ou celui qui construit sa vie selon ses propres valeurs. Nous restâmes ainsi un long moment, mère et fils, dans ce salon modeste qui contenait plus d'amour que toutes les maisons somptueuses du monde. Dehors, la pluie commença à tomber, tambourinant doucement contre les vitres, lavant la ville de ses poussières. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Car ce que ni Mathieu ni moi ne savions encore, c'est que dans les heures qui allaient en suivre, les Beaumont feraient un mouvement désespéré. Un mouvement qui révélerait des secrets enfouis depuis des décennies et qui changerait absolument tout. L'appel téléphonique est arrivé 3 jours plus tard, un mardi matin pluvieux, où je préparais tranquillement mon petit déjeuner. Un numéro inconnu s'est affiché sur l'écran. J'ai hésité un instant avant de répondre, pressentant instinctivement que quelque chose d'important était sur le point de basculer. « Madame Delaunay ?» Une voix masculine, grave, professionnelle. « Je suis Maître Laurent Mercier, avocat. J'appelle au nom de mes clients, Monsieur et Madame Beaumont. » Mon estomac s'est serré. « Je vous écoute. Mes clients souhaitent porter plainte contre vous pour fraude et manipulation. Ils affirment que vous avez délibérément caché votre situation financière dans le but de les embarrasser publiquement et de nuire à leur réputation. Ils demandent également des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral subi. J'ai dû m'asseoir tant l'absurdité de la situation m'a coupé les jambes. « Pardon ? De plus, a continué l'avocat d'un ton monocorde,
Ils exigent que vous versiez une contribution financière importante au couple formé par leur fille et votre fils, arguant que votre dissimulation a causé des difficultés conjugales évitables. Un rire sec m'a échappé malgré moi. Maître Mercier, transmettez à vos clients que je les attends en justice avec impatience, et dites-leur aussi qu'il ferait mieux de vérifier leur propre situation avant d'attaquer la mienne. Les secrets ont tendance à remonter à la surface quand on remue trop la boue. Il y a eu un silence pesant à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre l'avocat prendre des notes, sa respiration légèrement modifiée trahissant une certaine inquiétude face à ma réponse calme et assurée. « Madame, je vous conseille vivement de... » a-t-il commencé, adoptant ce ton paternaliste que les hommes de loi utilisent quand ils pensent avoir affaire à une femme vulnérable. « Bonne journée, maître. » J'ai raccroché sans lui laisser finir sa phrase. Mes mains tremblaient légèrement en reposant le téléphone sur la table. Pas de peur, mais d'une colère froide qui montait lentement en moi, méthodique, calculée. Ils osaient, après m'avoir humilié, jugé, méprisé pendant 3 longues années, après avoir tenté de m'acheter avec leur condescendance emballée dans une enveloppe, ils osaient me poursuivre en justice parce que j'avais refusé de jouer le rôle pathétique qu'ils m'avaient assigné. Je me suis levée et marché jusqu'à la fenêtre de mon salon. La pluie tambourinait contre les vitres, les passants couraient sous leur parapluie. La ville de Bordeaux continuait sa vie ordinaire, inconsciente du drame qui se jouait dans mon modeste appartement. J'ai pensé à toutes ces années de silence, à chaque commentaire blessant avalé sans broncher, à chaque regard méprisant encaissé avec dignité. Tout cela pour en arriver là. Mais 2 pouvaient jouer à ce jeu. Et contrairement à eux, j'avais quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter. La patience d'avoir observé pendant 3 ans, la sagesse d'avoir attendu le moment parfait, et surtout, la certitude morale que ce que j'allais faire était juste. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de mon avocat, Maître Philippe Dubois, un homme brillant que je connaissais depuis 15 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence sur les investissements immobiliers, et au fil du temps, une amitié solide s'était développée, bâtie sur le respect mutuel et la confiance. « Philippe, » ai-je dit quand il a décroché, « j'ai besoin de te voir, aujourd'hui si possible, c'est urgent. »« Séverine, qu'est-ce qui se passe ? Ta voix. » Il connaissait suffisamment bien mes intonations pour détecter la gravité sous mon calme apparent. « Les Beaumont m'attaquent en justice. Fraude, manipulation, le grand jeu. » J'ai marqué une pause. Il est temps d'utiliser ce que j'ai découvert. Un silence, puis « Le dossier dont tu m'as parlé il y a 6 mois ? » Exactement celui-là. « Je peux te recevoir dans 2 heures. Apporte tout ce que tu as. » J'ai passé l'heure suivante à rassembler les documents que j'avais méticuleusement collectés et rangés dans un coffre-fort discret installé dans le placard de ma chambre. Des photocopies de relevés bancaires datant des années 90, des témoignages écrits et signés, des articles de journaux jaunis, des rapports d'enquêteurs privés. Chaque pièce racontait une partie de l'histoire sombre que M. Beaumont avait si soigneusement enterrée. En me rendant au cabinet de Maître Dubois, situé dans le quartier des Chartrons, j'ai repensé à comment j'avais découvert la vérité. C'était 6 mois plus tôt, lors d'un déjeuner anodin avec une ancienne collègue, Francine, qui travaillait dans le secteur bancaire. Nous parlions de tout et de rien quand elle avait mentionné en passant qu'elle se souvenait d'un scandale financier dans les années 90 impliquant un certain Beaumont. « Beaumont » avais-je répété, le cœur battant soudainement plus fort. Oui, un type qui avait monté un système de Ponzi déguisé en fonds d'investissement, des dizaines de personnes ruinées. Mais il a disparu avant que la justice ne le rattrape. On n'a jamais su ce qu'il était devenu. Elle avait haussé les épaules. « Pourquoi tu me demandes ça ? Simple curiosité, avais-je menti. Mais dès ce jour-là, j'avais commencé à creuser, discrètement, patiemment, engageant un détective privé compétent, consultant des archives publiques, contactant d'anciennes victimes qui avaient perdu leurs économies. Et pièce par pièce, le puzzle s'était assemblé. Monsieur Beaumont et le fraudeur des années 90 ne faisaient qu'un. Il avait simplement changé de prénom, modifié légèrement son nom de famille, blanchi son argent sale à travers une série complexe de transactions immobilières effectuées sous différentes identités,
et refait surface une décennie plus tard comme un homme d'affaires respectable. Le cabinet de Maître Dubois occupait le 2e étage d'un immeuble ancien magnifiquement restauré. Sa secrétaire, Madame Rousseau, m'a accueilli avec son sourire chaleureux habituel et m'a immédiatement fait entrer dans le bureau. Philippe s'est levé en me voyant, visage grave. C'était un homme dans la cinquantaine, cheveux poivre et sel, lunettes à monture fine, costume sobre mais élégant. « Séverine, assieds-toi. Raconte-moi tout depuis le début. » J'ai tout déballé. Le dîner humiliant, l'enveloppe que j'avais posée sur la table, les visages décomposés des Beaumont, la fuite précipitée, et maintenant cette plainte absurde. Philippe m'a écouté attentivement, prenant quelques notes, son expression passant de la surprise à l'indignation, puis à quelque chose qui ressemblait à une satisfaction froide. Quand j'ai terminé, il a retiré ses lunettes et les a nettoyées lentement, signe que je connaissais bien. Il réfléchissait intensément. « Ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie », a-t-il finalement déclaré. « C'est exactement ce que je pense. Montre-moi ce que tu as sur Beaumont. » J'ai ouvert ma mallette et étalé les documents sur son large bureau en chêne. Philippe a commencé à les examiner un par un, son visage devenant de plus en plus sombre à mesure qu'il lisait. Il s'est arrêté sur un témoignage particulièrement poignant, celui d'une femme nommée Marguerite Fontaine, et l'a lu 2 fois. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. « Cette femme, elle a tout perdu. À 52 ans, tout. Elle n'est pas la seule. Il y en a 43 autres. Certaines sont décédées depuis, brisées par ce qu'il leur a fait. D'autres vivent encore, mais dans la pauvreté, portant le poids de cette trahison depuis 30 ans. » Philippe a continué son examen méticuleux. Les relevés bancaires montrant les transferts suspects, les documents prouvant les changements d'identité, les rapports d'enquête détaillant le système pyramidal. « C'est du solide, Séverine, vraiment solide. Comment as-tu obtenu tout ça ?»« Légalement, je te rassure. Beaucoup provient d'archives publiques que personne n'a pris la peine de consulter. Le reste m'a été donné volontairement par les victimes quand je les ai contactées. Elles attendaient depuis des décennies que quelqu'un écoute leur histoire. Et tu ne leur as rien promis en échange? Seulement la vérité, seulement la possibilité que justice soit enfin rendue. » Philippe s'est calé dans son fauteuil, doigts croisés sous le menton. « Voilà ce que nous allons faire. D'abord, nous allons répondre à leur plainte ridicule avec une défense béton. Tu n'as enfreint aucune loi en choisissant de vivre modestement. La dissimulation dont il parle n'existe pas légalement. » Ensuite, un sourire glacial est apparu sur ses lèvres. « Nous allons transmettre ce dossier au procureur de la République, et nous allons regarder leur empire s'effondrer. Je veux que les victimes soient indemnisées, ai-je dit fermement. C'est la condition. Pas de vengeance personnelle, pas de satisfaction égoïste. Je veux que ces gens récupèrent ce qu'on leur a volé, ou du moins une partie. Tu es une femme remarquable, Séverine. La plupart des gens dans ta situation voudraient simplement les voir souffrir. »« Oh, ils vont souffrir, » ai-je répondu calmement. « Mais leur souffrance sera la conséquence naturelle de leurs actes, pas le but de mes actions. » Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités légales. Philippe a préparé notre défense avec une précision chirurgicale. Parallèlement, il a contacté le procureur de la République, Madame Isabelle Fournier, une magistrate réputée pour son intégrité inflexible et sa détermination à poursuivre les crimes financiers. La rencontre avec le procureur a eu lieu 1 semaine plus tard, dans son bureau austère du palais de justice. Madame Fournier était une femme dans la quarantaine, cheveux courts, regard acéré qui ne manquait rien. Elle a examiné notre dossier pendant près d'1 heure sans dire un mot, tournant les pages lentement, ses sourcils se fronçant progressivement. Quand elle a enfin levé les yeux, son expression était indéchiffrable. « Madame Delaunay, pourquoi avoir attendu 6 mois après avoir rassemblé ces preuves pour venir me voir ?»« Parce que j'espérais ne pas avoir à le faire, » ai-je répondu honnêtement. « Parce que malgré tout ce que je savais, je voulais croire qu'ils choisiraient l'humanité plutôt que l'arrogance. Mais ils m'ont attaqué en justice pour avoir refusé de me laisser humilier. Ils ont franchi la ligne. » Elle a hoché la tête lentement. « Ce dossier est explosif. Si tout cela est vérifié, et nous allons vérifier chaque détail, nous parlons de fraude à grande échelle, blanchiment d'argent, fausse identité.
Monsieur Beaumont pourrait faire face à une peine de prison substantielle. C'est tout ce que je demande. La justice, pour les victimes qui attendent depuis trop longtemps. Nous allons ouvrir une enquête préliminaire immédiatement, a déclaré Madame Fournier. Cela restera confidentiel jusqu'à ce que nous ayons suffisamment d'éléments pour procéder à une mise en examen formelle. 2 semaines plus tard est arrivée la convocation au tribunal pour l'audience préliminaire concernant la plainte des Beaumont. Je me suis préparée ce matin-là avec un soin particulier. Fini les vêtements modestes et discrets. J'ai enfilé un tailleur Chanel bleu marine impeccablement coupé, des escarpins Louboutin sobres mais élégants, porté le sac Hermès Birkin que je n'avais jamais utilisé, celui que j'avais acheté lors d'un voyage à Paris 5 ans auparavant et gardé dans son emballage d'origine. Mes cheveux gris étaient coiffés professionnellement, mon maquillage léger mais soigné. En me regardant dans le miroir, j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Elle ressemblait à celle que j'aurais pu être pendant toutes ces années si j'avais choisi l'ostentation plutôt que la discrétion. Mais je ne regrettais rien. Chaque année passée dans l'ombre avait eu un but. Et aujourd'hui, ce but allait enfin se révéler dans toute sa clarté. Maître Dubois est venu me chercher. Quand il m'a vu, il a sifflé d'admiration. « Seigneur, Séverine, tu vas leur couper le souffle. » C'est exactement l'intention. Le trajet jusqu'au palais de justice s'est fait en silence. J'observais Bordeaux défiler derrière les vitres de la voiture de Philippe, les façades haussmanniennes, les tramways glissant sur leurs rails, les gens vaquant à leurs occupations quotidiennes, tous ignorant le drame qui allait se jouer dans quelques minutes. En entrant dans la salle d'audience, j'ai immédiatement repéré les Beaumont assis avec leur avocat, Maître Mercier. Le changement dans leur apparence était saisissant. Monsieur Beaumont semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Traits tirés, costume qui pendait légèrement sur ses épaules, comme s'il avait perdu du poids. Madame Beaumont, malgré son maquillage impeccable et ses bijoux coûteux, avait les yeux cernés, les mains tremblantes posées sur ses genoux. Quand ils m'ont vu entrer, leurs visages se sont figés dans une expression de choc absolu. Madame Beaumont a laissé échapper un petit hoquet de surprise. Monsieur Beaumont s'est raidi, ses mains se crispant sur les accoudoirs de sa chaise. Leur avocat, lui, a froncé les sourcils, comprenant immédiatement que quelque chose avait changé dans la dynamique de cette affaire. Chloé était assise derrière ses parents, pâle comme un linge, les traits tirés par ce qui ressemblait à des nuits sans sommeil. Elle portait une robe noire sobre, presque austère, très différente de l'élégance voyante qu'elle affichait habituellement. Nos regards se sont croisés brièvement. Dans ses yeux, j'ai vu de la peur, de la honte, et quelque chose qui ressemblait presque à des excuses silencieuses. Mathieu était là aussi, assis seul plusieurs rangées derrière, ayant catégoriquement refusé de choisir publiquement un camp. Il m'a fait un petit signe de tête quand je suis passé près de lui. Son visage exprimait un mélange complexe d'émotions. Soutien pour moi, tristesse pour la situation, colère envers ceux qui m'avaient poussé à en arriver là. La juge est entrée, Madame Sylvie Bertrand, une femme dans la cinquantaine au regard perçant et à la réputation d'équité inflexible. Tout le monde s'est levé, puis rassis au signal. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable. Affaire Beaumont contre Delaunay, a annoncé le greffier. Maître Mercier s'est levé le premier, ajustant sa toge. Il a commencé son exposé avec une assurance qui sonnait légèrement faux. « Votre honneur, mes clients ont été victimes d'une manipulation calculée. Madame Delaunay a délibérément caché sa véritable situation financière dans le but évident de les piéger, de les embarrasser publiquement lors d'un dîner familial, causant ainsi un préjudice moral considérable. Cette dissimulation a également créé des tensions conjugales entre leur fille et le fils de Madame Delaunay. Tensions qui auraient pu être évitées si la vérité avait été dite dès le départ. Il a continué pendant plusieurs minutes, construisant un récit où j'étais dépeinte comme une manipulatrice machiavélique qui avait orchestré une humiliation publique. C'était presque impressionnant dans son invention créative, si ce n'était complètement détaché de la réalité. Quand il s'est rassis, Maître Dubois s'est levé lentement, prenant tout son temps, ajustant ses lunettes avec un calme délibéré qui contrastait fortement avec l'agitation de Maître Mercier. « Votre honneur », a-t-il commencé, voix posée mais portant dans toute la salle. « Cette plainte est non seulement infondée,
mais elle constitue une tentative transparente de détourner l'attention des véritables problèmes. Il a posé un épais dossier sur la table devant lui avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence de la salle. Ma cliente n'a violé aucune loi en choisissant de vivre modestement. Elle n'a jamais menti sur sa situation financière. Elle a simplement choisi de ne pas en faire étalage, ce qui, à ma connaissance, n'est pas un crime dans notre République. Il a marqué une pause, laissant ses mots faire leur effet. En revanche, son ton a changé, devenant plus dur, plus tranchant. Ce qui est un crime, c'est l'escroquerie, la fraude à grande échelle, le blanchiment d'argent, l'usurpation d'identité. L'atmosphère de la salle a changé instantanément, comme si l'air lui-même s'était raréfié. Monsieur Beaumont s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Sa voix tremblait de rage et de peur mêlée. « Je n'insinue rien, monsieur Beaumont. J'affirme. » Maître Dubois a ouvert le dossier avec des gestes mesurés. Entre 1992 et 1995, vous avez opéré un système pyramidal qui a escroqué 43 personnes pour un total de 2,5 millions d'euros. Vous avez ensuite blanchi cet argent à travers une série de transactions immobilières effectuées sous des noms d'emprunt. Vous avez changé votre identité, modifié votre nom de famille et refait surface 10 ans plus tard comme un homme d'affaires respectable. Il a commencé à sortir les documents un par un, les brandissant comme des preuves accablantes. Voici les relevés bancaires de l'époque. Voici les témoignages écrits et signés de 16 victimes encore vivantes. Voici les articles de presse de l'époque relatant le scandale. Voici les rapports d'enquête privée détaillant vos changements d'identité. Voici la vérité que vous avez cachée pendant 30 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Madame Beaumont était devenue livide, une main pressée contre sa bouche comme pour retenir un cri. Maître Mercier feuilletait frénétiquement les documents que Maître Dubois lui tendait, son visage perdant progressivement toute couleur, ses mains tremblant visiblement. « C'est un mensonge !» a hurlé Monsieur Beaumont, mais sa voix manquait de conviction. « Une fabrication complète, vous ne pouvez pas prouver. » Les relevés bancaires sont authentifiés par des experts indépendants, a coupé Maître Dubois d'une voix glaciale. Les témoins sont prêts à comparaître sous serment. Les documents officiels concernant vos changements d'identité proviennent directement des archives de l'état civil. Il a marqué une pause dramatique. Et j'ai ici une lettre de Madame le procureur de la République, Isabelle Fournier, indiquant qu'une enquête préliminaire a été ouverte il y a exactement 10 jours, suite aux informations transmises par ma cliente. La juge Bertrand a pris les documents et a commencé à les examiner, son visage demeurant impassible, mais ses yeux trahissant sa consternation croissante. Elle a lu pendant ce qui a semblé une éternité, tournant les pages lentement, s'arrêtant parfois sur certains passages, fronçant les sourcils. Monsieur Beaumont s'est effondré dans son siège, toute sa superbe évaporée. Il ressemblait soudain à ce qu'il était réellement, un vieil homme terrifié dont le passé venait enfin de le rattraper. Madame Beaumont pleurait silencieusement, ses mains tremblantes cherchant un mouchoir dans son sac de luxe, ses bijoux scintillant de manière presque grotesque sous les néons froids de la salle d'audience. Chloé nous fixait, Maître Dubois et moi, avec une expression de pure horreur, comme si elle venait de réaliser que le monde doré dans lequel elle avait grandi était construit sur des fondations de mensonges et de souffrances. Finalement, la juge Bertrand a levé les yeux. Son regard a balayé la salle, s'arrêtant sur chaque protagoniste avant de revenir sur les Beaumont. « Cette plainte est rejetée », a-t-elle déclaré d'une voix ferme et sans appel. Non seulement elle est manifestement infondée, mais elle semble être une tentative de détourner l'attention d'accusations infiniment plus graves. Elle s'est tournée directement vers Monsieur Beaumont. « Monsieur, je vous suggère très fortement de vous préparer à répondre de questions beaucoup plus sérieuses dans un avenir très proche. Cette cour n'est pas le lieu approprié pour discuter de ces allégations, mais sachez que justice suivra son cours. » Elle a frappé son marteau. L'audience est levée. En sortant du tribunal, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Soulagement que la vérité éclate enfin. Tristesse pour toutes ces victimes qui avaient attendu si longtemps, dont certaines n'avaient pas vécu assez longtemps pour voir ce jour. Dans le couloir, j'ai trouvé Mathieu qui m'attendait, adossé contre un mur,
le visage ravagé par les larmes. Quand il m'a vu, il s'est précipité vers moi et m'a serré dans ses bras, son corps secoué par des sanglots qu'il ne pouvait plus contenir. « Je suis tellement désolé, maman », a-t-il répété encore et encore. « Tellement désolé pour tout. Pour chaque moment où je t'ai laissé souffrir en silence. Pour chaque fois où j'ai eu honte de toi, alors que tu étais la seule personne digne dans toute cette histoire. Je l'ai tenu contre moi, caressant ses cheveux comme quand il était enfant. Je sais, mon fils, je sais, et je te pardonne. J'ai toujours su que tu finirais par voir la vérité. Derrière nous, j'ai entendu Chloé l'appeler d'une voix brisée, désespérée. « Mathieu, s'il te plaît. » Mon fils s'est raidi dans mes bras, mais pour la première fois en 3 ans, il n'a pas répondu à son appel. Il n'a même pas tourné la tête. Il a simplement resserré son étreinte autour de moi, faisant son choix avec la clarté d'un homme qui venait enfin de trouver son chemin. 6 mois passèrent comme un étrange rêve. Monsieur Beaumont fut inculpé formellement. Le procès fit les gros titres régionaux. Magnate bordelais, accusé d'escroquerie datant de 30 ans. Les victimes originales, certaines très âgées maintenant, témoignèrent avec des voix tremblantes d'émotion. L'Empire Beaumont s'effondra progressivement, leurs biens saisis, leur réputation en lambeaux. Madame Beaumont quitta la région, retournant vivre chez une sœur à Paris. Chloé et Mathieu divorcèrent à l'amiable. Elle n'essaya même pas de se battre, trop écrasée par la honte et la révélation de ce qu'était vraiment sa famille. Mon fils déménagea temporairement chez moi, dans son ancienne chambre d'enfant, essayant de reconstruire sa vie pièce par pièce. Mais ce qui me marqua le plus durant cette période ne fut pas la chute spectaculaire des Beaumont. Ce fut une lettre qui arriva un matin de mai, portant un timbre du sud de la France. L'expéditrice s'appelait Marguerite Fontaine, 82 ans. Elle écrivait d'une petite ville près de Marseille. Sa calligraphie tremblante racontait une histoire qui me brisa et me reconstruisit simultanément. Madame Delaunay, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra, je ne sais même pas si vous voudrez la lire, mais je dois essayer. Il y a 30 ans, j'ai perdu toutes mes économies dans l'escroquerie de Beaumont. 35 000 €, ce qui représentait à l'époque toute ma retraite, l'héritage que mes parents m'avaient laissé et l'argent que j'avais économisé toute ma vie pour assurer mes vieux jours. J'avais 52 ans. Je me suis retrouvée avec rien. J'ai dû vendre ma maison, déménager dans un studio minuscule, travailler comme femme de ménage jusqu'à 70 ans pour survivre. Je n'ai jamais pu me remarier après le départ de mon mari. Quel homme aurait voulu d'une femme sans le sou? Je n'ai pas eu d'enfant. J'ai vécu dans la pauvreté et la solitude pendant 3 décennies. Quand j'ai vu dans les journaux que quelqu'un avait enfin révélé la vérité sur Beaumont, j'ai pleuré pendant des heures. Pas de joie, de soulagement. Quelqu'un avait finalement fait ce que le système judiciaire n'avait jamais fait, rendre justice. Merci, madame. Merci d'avoir eu le courage que nous n'avons jamais eu. Merci de nous avoir vus, nous les invisibles, les oubliés, ceux qu'on a écrasés et qu'on a laissés dans l'ombre. Grâce à vous, nous pouvons enfin lever la tête. Je lus cette lettre 3 fois, les larmes coulant librement sur mes joues. Puis je la montrai à Mathieu, qui la lut en silence, les mâchoires serrées. « Maman, dit-il finalement, toutes ces personnes, elles ont souffert pendant si longtemps. Oui, et toi, tu aurais pu révéler tout ça il y a des années, mais tu as attendu. Pourquoi ? Je réfléchis longuement avant de répondre. Parce que la justice doit être motivée par le bien, pas par la vengeance. Si j'avais révélé ces informations par colère ou par désir de punir les Beaumont, ça n'aurait été qu'un acte égoïste de plus. Mais quand ils ont attaqué, quand ils ont essayé d'utiliser le système légal pour m'écraser, alors c'est devenu nécessaire. Pas pour moi, pour toutes les Marguerite Fontaine de ce monde. Dans les semaines qui suivirent, je reçus 17 autres lettres similaires. Des victimes qui avaient attendu 30 ans. Certaines m'invitaient à leur rendre visite, d'autres me remerciaient, simplement. Une femme m'envoya une photo de ses petits-enfants, me disant que grâce à l'argent récupéré suite au procès, Beaumont avait été condamné à de lourdes réparations, elle pourrait enfin leur offrir une aide pour leurs études. Un après-midi de juin, Mathieu et moi étions assis sur le balcon de mon appartement,
regardant la Garonne couler paisiblement en contrebas. Il tenait une tasse de café, perdu dans ses pensées. « J'ai trouvé un nouvel appartement, dit-il soudainement. Petit, mais lumineux, dans le quartier Saint-Michel. Je déménage la semaine prochaine. »« C'est bien, » répondis-je sincèrement. « Tu dois voler de tes propres ailes. » Je voulais te dire... Il hésita, cherchant ses mots. « Ces 3 dernières années, j'ai été aveugle, pas seulement à propos de Chloé ou de sa famille, mais à propos de ce qui compte vraiment. J'ai couru après une vie qui brillait de loin, sans jamais réaliser que le vrai trésor était ici, dans cet appartement modeste, avec toi. » Je posai ma main sur la sienne. « Tu as appris, c'est tout ce qui compte. »« Comment tu as fait ?» demanda-t-il. « Comment tu as supporté de me voir m'éloigner, de me voir avoir honte de toi, sans jamais rien dire ? Parce que l'amour d'une mère n'est pas conditionnel, Mathieu. Il ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu penses. Il existe. Point final. Et parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser faire ses propres erreurs. Tomber. Se relever. Même quand ça te déchire le cœur. Nous restâmes silencieux un long moment, écoutant la ville vivre autour de nous. Des enfants jouaient dans le parc en face. Une femme promenait son chien. Un couple âgé marchait main dans la main. La vie ordinaire, belle dans sa simplicité. « Il y a autre chose que je veux te dire, » continua Mathieu. « J'ai commencé à voir une thérapeute pour travailler sur tout. Comprendre pourquoi j'ai été si faible, si influençable. Pourquoi j'ai laissé les autres définir ma valeur. Je suis fier de toi. J'ai aussi démissionné de mon poste chez Mercier & Associés. C'était le cabinet d'avocats où il travaillait, obtenu grâce aux connexions des Beaumont. Je vais rejoindre une petite structure qui fait du droit social. Défendre les gens qui en ont vraiment besoin. Ça paie moins, beaucoup moins. Mais ça a du sens. » Je souris, sentant mon cœur se gonfler de fierté. « Ton père aurait été si fier de toi. » Nous parlâmes encore longtemps ce soir-là, rattrapant des années de conversations manquées, reconstruisant une relation que nous avions laissée s'effriter. Quand la nuit tomba sur Bordeaux, illuminant les quais de lumière dorée, je réalisais quelque chose de fondamental. Cette histoire n'avait jamais vraiment été à propos d'argent, ni de vengeance, ni même de justice, bien que ce fût important. Elle était à propos de dignité, à propos de se tenir debout quand tout le monde te dit de t'agenouiller, à propos de savoir qui tu es quand personne ne regarde, à propos de choisir la vérité même quand le mensonge serait plus confortable. 2 ans ont passé depuis cette nuit dans la maison des Beaumont. Monsieur Beaumont purge maintenant une peine de prison. Madame Beaumont vit recluse, son nom devenu synonyme de honte dans les cercles qu'elle fréquentait autrefois. Chloé s'est remariée avec quelqu'un de plus conforme aux attentes de ce qu'il reste de sa famille. Un homme riche, froid, qui mesure les gens à leur portefeuille. Mathieu, lui, a reconstruit sa vie. Il s'est remarié l'an dernier avec une enseignante merveilleuse nommée Lucie, une femme simple, authentique, qui l'aime pour qui il est. Ils attendent leur premier enfant, mon premier petit enfant. Quant à moi, je vis toujours dans le même appartement. Je porte toujours des vêtements simples. Je conduis toujours ma vieille Peugeot. Mais désormais, je consacre une partie de ma fortune à aider les victimes d'escroqueries financières. J'ai créé une fondation qui offre un soutien juridique gratuit, une aide psychologique, et parfois une assistance financière à ceux qui ont tout perdu face à des prédateurs comme Beaumont. Marguerite Fontaine est venue me rendre visite le mois dernier. Nous avons pris le thé dans mon salon, cette femme fragile de 84 ans et moi. Elle m'a raconté sa vie, les années difficiles, la solitude, mais aussi la force qu'elle avait trouvée en elle-même pour continuer. Quand elle est partie, elle m'a embrassé, des larmes dans les yeux, et m'a dit « Vous m'avez rendu ma dignité. Merci. » C'est là que j'ai compris. La vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires ou les maisons somptueuses. Elle est dans les moments où tu choisis d'être meilleur que ce que le monde attend de toi. Elle est dans le courage de rester authentique quand tout pousse à porter un masque. Elle est dans la capacité à voir la valeur humaine là où les autres ne voient que des chiffres. Ce soir, assise à ma fenêtre, regardant Bordeaux s'endormir sous un ciel étoilé, je repense à cette question que Monsieur Beaumont m'avait posée ce fameux soir.
Doit être difficile, imaginons, de se maintenir avec ce qu'on a. Je souris dans l'obscurité. Non, monsieur Beaumont. Ce qui est difficile, c'est de se maintenir quand on n'a rien d'autre que de l'argent. Quand on a construit sa vie sur le mensonge et l'exploitation. Quand on a confondu le prix des choses avec leur valeur. Moi, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. L'amour de mon fils. Ma dignité intacte. La certitude de savoir qui je suis, indépendamment de ce que je possède. Et aucune somme d'argent au monde ne pourra jamais acheter ça. C'est cette leçon que j'espère transmettre à mon futur petit enfant. Que dans un monde obsédé par l'apparence et le statut, la plus grande rébellion est de rester authentique. Que la vraie puissance ne réside pas dans la capacité à écraser les autres, mais dans le courage de les relever. Que parfois, le silence est plus éloquent que tous les discours. Et que la patience, cette vertu oubliée, finit toujours par porter ses fruits les plus doux. L'enveloppe que j'avais posée sur cette table, ce soir-là, ne contenait pas seulement des chiffres. Elle contenait une vérité que j'avais gardée pendant 3 ans, attendant le moment exact où elle devrait éclater. Et quand ce moment est venu, elle n'a pas seulement révélé ma fortune. Elle a révélé qui nous étions tous vraiment, une fois les masques tombés. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Ni les années de silence, ni les humiliations endurées, ni même la douleur de voir mon fils s'éloigner temporairement. Parce que tout cela a mené à ceci, une famille reconstruite sur des fondations solides. Des victimes enfin entendues. Une justice, même tardive, enfin rendue. Et moi, Séverine Delaunay, 64 ans maintenant, assise dans mon appartement modeste, plus riche que je ne l'ai jamais été. Pas en euros, en paix. Est-ce que vous auriez eu ce courage? Cette force de rester silencieuse pendant 3 longues années, de subir les humiliations sans broncher, sachant que dans votre sac reposait la preuve que vous valiez plus que tout ce qu'il possédait? Je vous pose cette question parce qu'elle m'a hantée pendant des décennies avant que je ne trouve ma réponse. Vous savez, j'ai appris quelque chose de fondamental au fil de ces années. La dignité ne se mesure jamais à ce que nous possédons, mais à ce que nous refusons de devenir. Combien de fois dans votre propre vie avez-vous été jugé sur votre apparence, votre situation, votre adresse? Combien de fois avez-vous dû choisir entre révéler qui vous êtes vraiment ou laisser les autres vous définir selon leurs propres critères mesquins? Cette histoire que je viens de partager avec vous n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chacune d'entre vous qui avez déjà ressenti le poids du jugement injuste. Ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est de savoir que quelque part, en ce moment même, vous m'écoutez. Peut-être êtes-vous dans votre cuisine en préparant le dîner. Peut-être êtes-vous assise dans votre salon, une tasse de thé refroidissant entre vos mains. Peut-être êtes-vous dans les transports, regardant par la fenêtre en réfléchissant à votre propre famille, à vos propres relations compliquées. Et je me demande, d'où venez-vous? De quelle ville, de quel pays m'écoutez-vous en ce moment? Parce que savoir que mes mots traversent les frontières, qu'ils atteignent des cœurs dans différents endroits du monde, cela donne un sens profond à tout ce que j'ai traversé. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous révélé la vérité dès le début? Ou auriez-vous attendu comme moi? Pensez-vous que j'ai eu raison de laisser mon fils s'éloigner temporairement, de le laisser faire ses propres erreurs, même si cela me déchirait le cœur chaque jour? Ou croyez-vous que l'amour maternel exigeait que je révèle immédiatement ma situation pour lui épargner cette souffrance? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement votre vérité, votre expérience, votre sagesse unique que vous avez accumulée au fil de votre propre vie. Ce qui m'a frappé en vivant cette histoire, c'est que nous vivons dans un monde qui confond constamment le prix avec la valeur. Un monde où un sac de luxe compte plus qu'une main tendue, où une adresse prestigieuse impressionne davantage qu'un cœur généreux. Mais au bout du compte, quand les masques tombent et que les vérités émergent, qu'est-ce qui reste vraiment? Les Beaumont avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, et pourtant, au moment crucial, ils n'avaient rien. Absolument rien qui comptait vraiment. Cette réalisation m'a libéré d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement,
je vous invite à laisser un like sur cette vidéo. Ce simple geste me dit que nous sommes connectés, vous et moi, à travers l'expérience partagée d'être des femmes qui refusent d'être définies par le regard des autres. Et dans les commentaires, racontez-moi, avez-vous déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà choisi le silence alors que vous auriez pu éclater? Qu'est-ce que cette histoire vous inspire pour votre propre vie? Dites-moi aussi d'où vous me regardez. Je veux savoir si vous êtes en France, en Belgique, au Canada, en Suisse ou ailleurs dans le monde francophone. Chaque commentaire que je lis me rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls dans nos épreuves. Que quelque part, dans une autre ville, une autre femme vit quelque chose de similaire. Et que partager nos histoires crée des ponts invisibles mais indestructibles entre nos vies. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite sincèrement à le faire. Non pas parce que je recherche des chiffres ou de la popularité, mais parce que je crois profondément que nous avons besoin d'espaces où nos voix peuvent être entendues. Des espaces où l'on peut parler de dignité, de respect, de famille, de trahison et de rédemption sans jugement. Chaque semaine, je partage des histoires comme celle-ci, des récits de femmes ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires, qui ont tenu bon quand tout les poussait à abandonner. Vous savez ce qui me donne de l'espoir? C'est que malgré tout ce que j'ai vécu, malgré les années difficiles et les moments de doute, je ne changerai rien. Parce que chaque épreuve m'a enseigné qui je suis vraiment. Chaque humiliation supportée a renforcé ma colonne vertébrale. Chaque larme versée en silence a nourri une force que personne ne pourra jamais m'enlever. Et si mon histoire peut inspirer ne serait-ce qu'une seule personne parmi vous à se tenir plus droite, à refuser les jugements injustes, à choisir l'authenticité plutôt que l'approbation, alors tout cela en valait la peine. Alors voilà ma dernière question pour vous. Qu'allez-vous choisir désormais? Continuerez-vous à vous plier aux attentes des autres ou commencerez-vous à vivre selon vos propres valeurs? Je ne peux pas répondre à votre place, mais je peux vous dire ceci. Le jour où vous choisirez votre propre dignité plutôt que l'approbation d'autrui sera le jour où vous commencerez vraiment à vivre. Rejoignez-moi dans les commentaires. Partagez votre pensée, votre ville, votre réflexion. Ensemble, nous sommes plus fortes que toutes les humiliations que le monde peut nous infliger. Merci d'être ici avec moi jusqu'à présent et d'être une auditrice fidèle. Une étreinte affectueuse de votre narratrice dévouée. À la prochaine vidéo.